Bonne arrivée à vous, passionnés du sport. Vous êtes pile à l'heure, vous n'êtes pas trompé de médias. Bien sûr, vous êtes sur le média de développement, Kavi Média. Dans la plateforme sportive, c'est comme ça se passe chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, temps universel, avec vous, on va fêter nos sommaires. On va entamer ce numéro aujourd'hui par le championnat guinéen de Ligue 1 Guy Copresse. Cette fois-ci, on va parler de l'administration. Il s'agit bien de cette formation de CI Kamsa, Mohamed Lamine Silla Leandro et le nouvel entraîneur du CI Kamsa à la place de Nicolas Ribolt et Mandjou Diallo engagé comme directeur sportif de ce club. Plus de détails, c'est dans un instant dans cette émission avec mes chroniqueurs sportifs. Toujours en tergiverse sur le championnat guinéen de Ligue 1 Guy Copresse. On va parler de cette formation de Sor Academy qui ne se retrouve pas depuis le début de ce championnat. Ces clubs n'engrangent que seulement un point. Elle traverse une situation nonchalante. L'équipe de Almami, de long en large dans cette émission, on va revenir sur les comptes performances de ce club. Et on reste tout le temps en Guinée. Cette fois-ci, c'est une mauvaise nouvelle pour le football guinéen, mais on n'est pas surpris. On met un accent particulier sur le foot féminin concernant les tours préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cannes 2026. Le CI national féminine, lors du match aller, il a fait 2 buts partout au Sénégal face à cette formation capverdienne. Le match retour, franchement, le Cap-Vert a plié cette rencontre sur le score de 4 buts en 1. La Guinée se limite à ce niveau de la compétition. On avait dit en amont, ensemble, on va essayer d'en parler dans ce numéro. Pour changer de discipline, on parle de l'afro-basket. C'est une très bonne nouvelle. Une discipline qui n'est pas tellement suivie en Guinée, je peux le dire ainsi, mais cette fois-ci, elle a fait des prouesses. La Guinée, le CI national a décroché son ticket de qualification pour l'afro-basket qui est prévu en Angola. La première sortie déjà, on avait pu quand même créer la différence face à l'Angola. Ensuite, on a perdu contre la Tunisie. Notre dernière sortie, on a pu battre le Kenya. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On est ensemble jusqu'à 17h25 ensemble, on va prendre du plaisir. Bienvenue à tous. Vous serez bien servi sportivement dans ce numéro avec mes chroniqueurs sportifs. Donc, vous qui nous suivez sur les ondes de la 89.5 et pourquoi pas à la télé Star Times avec le bouquet Canal Plus 249 et en même temps avec Star Times. N'oubliez pas de réagir sur notre page Facebook Kavi TV. On va lire vos réactions, c'est extrêmement important. Avant de fêter nos sommaires, on va passer par des séances de salutations. Je commence vers ma droite, Hassan Diallo. Bonsoir. Bonsoir Amadou et bonsoir Diane qui nous a beaucoup manqué dans cette émission et bonsoir nos fidèles auditeurs qui nous écoutent à la radio et les téléspectateurs qui nous regardent via la télé et surtout les internautes, on ne va pas les oublier sur la page Kavi TV. Allez, l'avocat défenseur des Blagues dans nos différentes émissions sportives, pardon, il s'agit bien de Mamadian Baldé. Bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de se retrouver ici après un temps de repos. Très content de se retrouver pour évoquer une actualité footballistique très riche, en compagnie de tous ceux qui nous suivent, que ce soit en ligne, comme l'a dit Hassan, ou aussi à la radio ou à la télé. Allez, quand même, c'est extrêmement important. Avant qu'on entame cette émission concernant nos sommaires, en amont, il y a dans chaque numéro, on parle du bonus cette fois-ci. Notre bonus, on parlera de l'ancien international guinéen. Il s'agit bien de Pascal Fandouno, l'ancien sociétaire de la Saint-Étienne et de cette formation de Bordeaux qui s'élève aujourd'hui son anniversaire. Donc Pascal Fandouno, il est né le 27 février 1981 à Conakry, qui est un footballeur international guinéen qui évolue au poste d'ailier droit et de milieu offensif. Donc on sait que Pascal Fandouno, déjà l'ancien capitaine de l'équipe nationale guinéenne, il est surtout connu sous son passage au Girondins de Bordeaux où il a notamment été champion de France, puis à la Saint-Étienne, il a été un joueur clé de l'équipe nationale guinéenne pendant de nombreuses années. Donc, il en est l'un des meilleurs buteurs de son histoire. On lui souhaite quand même un joyeux anniversaire, hein, Pascal Fandouno qui nous a régalé. Oui, bien sûr, on le souhaite joyeux anniversaire parce qu'il le mérite, parce que c'est une légende guinéenne, parce qu'il a beaucoup fait pour le football guinéen.
On se souvient de ses passages, bien sûr, à Saint-Étienne, à Bordeaux, sans oublier l'Atlético Coléa, là où il a explosé, parce que tout a commencé ici, à Conakry, à l'Atlético Coléa, où il a déjà montré un jeu exceptionnel avec ses deux pieds. Sans oublier, c'est un joueur qui joue avec les deux pieds. Il est monstrueux, ce joueur-là. Il est habile balle au pied. La dernière CAN du Syli National Guinée, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. On était ensemble à Madou. Et je l'avais demandé, j'ai dit, Pascal, pourquoi c'était si facile pour toi de manier le ballon? Pourquoi tu ne courais pas trop, mais tu pouvais faire très très mal quand tu as le ballon? Il m'a répondu, c'est parce que pour moi c'était facile. C'est hors norme. Hein. Ce mot-là, pour moi c'était facile. Je me suis dit, c'est un don de Dieu. C'est ça. Au-delà de l'entraînement qu'il a subi, au-delà des clubs qu'il a échangés, il a ce statut-là. Il a ça depuis l'enfance. C'est comme Messi, tant d'autres joueurs comme on appelle le Brésilien Neymar. Ils ont ça. C'est pas parce qu'ils sont entraînés pour l'avoir, c'est un don de Dieu. Il a fait des années magnifiques avec Bordeaux. D'ailleurs, il a participé au Cercle de Bordeaux. Il a marqué ce but magnifique juste à la dernière minute pour permettre à Bordeaux de soulever ce championnat-là. On se souvient ce but magnifique contre le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, Saint-Étienne, ça a été monumental. On dit juste qu'il pouvait faire mieux dans sa carrière. Il pouvait jouer dans des plus grands clubs que Saint-Étienne et Bordeaux. Il pouvait faire mieux quand même, mais il continue quand même, franchement, à nous régaler à travers ces matchs de Gala Mamadian Baldé. Oui, absolument, et c'est l'un des joueurs qui nous a marqué en tant que jeune et enfant. C'est vrai que le premier idole que moi j'ai eu, c'est Titi, Titi Camara. Mais après lui, il y avait Pascal. Écoutez, il a un QI football qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'ordinaire. Quand il touche le ballon, tu te rends compte que celui-là, il connaît le football, il sait manier le ballon. Et quand il te donne une passe décisive, en tout cas pour un attaquant, si tu ne marques pas, tu peux sortir. Parce qu'il sait millimétrer, cadrer ça afin que tu puisses bien utiliser le ballon. Quand on voit toute sa carrière, on voit son talent, on voit tout ce qu'il était capable de faire, on a un brin de regret. On s'est dit qu'il aurait pu faire mieux. C'est-à-dire qu'il aurait pu espérer avoir un ballon d'or africain, il aurait pu espérer avoir une CAN ou à la rigueur parler à une finale d'une CAN. Je me souviens en 2008 ou 8 plutôt, lorsque la Côte d'Ivoire nous a battus en quart de finale, Didier avait déclaré à la fin qu'après Didier Okosa, pour lui, le meilleur milieu de terrain africain, c'était Pasqui. Et il était incompris à l'époque. On disait, il le dit parce que non, parce qu'il a un talent hors norme. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La preuve, depuis qu'il n'est plus là en termes de milieu de terrain africain, technique, créatif, passeur, on en a moins. Je parle de l'Afrique, je ne parle pas de la Guinée. Donc, Pascal, joyeux anniversaire. Et on espère qu'on aura d'autres Pascal. On l'espère. Quand même, moi, je me rappelle... pas un Amadou qui est passé à côté de sa carrière. Non, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Alors, moi, quand même, je me rappelle, c'était à la télévision nationale, Robert Mouzaré nous avait dit qu'il nous faut des années pour avoir un certain Pascal Fondouno. Ce garçon nous a quand même émerveillé. On lui souhaite joyeux anniversaire, champion de France en 1999 avec les Girondins de Bordeaux, vainqueur de la Coupe de France en 2002 avec FC Lorient, finaliste de la Coupe de la Ligue en 2002 avec FC Lorient, donc finaliste du Trophée des Champions en 1999 avec les Girondins de Bordeaux. Et je vous rappelle encore, l'ancien international guinéen, il est né le 27 février 1981. Alors, il nous a régalé, Pascal Fondouno, tout de suite. Joyeux anniversaire. Comme prévu, on va commencer à fêter nos sommaires pour parler du championnat guinéen de Ligue 1 Guico Presse. Cette formation traverse des situations quand même nonchalantes. Il s'agit bien de Sey Kamsar, même si le club évolue en dents de scie. Mais sur le plan administratif, le président du club n'est pas satisfait de la prestation de ses entraîneurs. Deux cadres de football guinéen. Il s'agit bien de Mohamed Lamine Silla, Leandro, qui est le nouvel entraîneur accompagné de Mandjou Diallo qui n'est plus à présenter en tant que directeur sportif. Mais c'est important de le faire comme ça parce que quand il n'y a pas de résultat, quand on connaît cette équipe du CIK qui commence un championnat très bien dans le passé, qu'il termine aussi très fort parce que le CIK c'est une équipe qui peut terminer dans le Big Four. Et cette année ça commence très faible, ça ne marque pas des buts, ça ne défend pas très bien, il n'y a pas assez de percussions devant, le milieu de terrain on ne le sent pas. On dit de changer d'air. On dit, est-ce qu'on ne va pas essayer de voir si
c'est pas un problème d'administration. Comme je l'avais dit lors de la toute dernière émission sur ce plateau, j'avais dit qu'il fallait changer l'administration, voir ce qui ne marche pas. Et franchement, je vous le dis, Alejandro, c'est tout de même un entraîneur qui connaît très bien le championnat guinéen, qui peut apporter du sang neuf. Mais derrière, il faut l'accompagner. L'accompagner comment? Il faut mettre des moyens pour lui permettre d'aller chercher des joueurs qui peuvent être compétitifs. Il faut le faire comme ça. On est en milieu de saison. On est en milieu de saison, mais c'est normal d'aller chercher des joueurs et de les amener. Si rien ne va. Oui, ben, des fois, on peut ne pas aller chercher des joueurs. Parce qu'ils ont perdu des matchs. Oui, on peut ne pas aller chercher des joueurs, mais le seul changement d'entraîneur peut galvaniser les troupes et ça peut exploser. Mais on peut aussi changer des joueurs et ça apporte quelque chose. Dortmund, par exemple, Dortmund a changé d'entraîneur en mi-saison, ben on voit comment ça se passe, hein, même si la dernière fois ils ont gagné 6-1, mais c'est contre l'Union de Berlin quand même, c'est pas contre le Bayern Munich, c'est pas Leverkusen, c'est pas un cadeau européen. Ah, mais tout de même, le véritable test de cette équipe de Dortmund, peut-être ça sera en Ligue des Champions, contre bien sûr cette équipe de Lille, parce que là c'est presque le même niveau. C'est ce qui se passe dans cette équipe du CIK, qui d'habitude c'est une équipe monstrueuse qui explose devant, qui met des buts, qui aussi défend très bien. Mais aujourd'hui on ne retrouve pas ce CIK là, parce que soit l'administration est passée à côté, parce que quand l'administration passe à côté, les joueurs dans le terrain, ça se ressent. Ça se ressent carrément, donc moi je pense que ce remaniement-là, il est important. En fait, moi je suis toujours dubitatif quand on change, en tout cas, des encadreurs à milieu de saison, parce que vous mettez celui qui est venu en difficulté s'il ne trouve pas de ressort très rapidement. En fait, en ce moment, il ne peut pas prendre des joueurs très confirmés. C'est-à-dire, s'il veut des joueurs qui peuvent être opérationnels très rapidement, il ne peut pas les avoir parce que tous les joueurs qui jouent dans leur club ne vont pas quitter pour aller dans un autre club qui est en difficulté. À moins que... Donc, pensez qu'ils ont peut-être un problème de joueurs. À moins que le CIK casse la tirelire. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'argent en ce moment. Je ne crois pas qu'ils ont suffisamment d'argent. Est-ce que le problème qu'ils sont en carence de joueurs? Parce que là, vous êtes en train de mettre un accent sur les joueurs. Vous savez, quand ça ne marche pas, le plus facile, en tout cas, le plus facile pour les dirigeants, c'est d'enlever le coach. C'est ce qui a été fait, le coach qui est parti. On en a envoyé l'autre. Mais parfois, au vu des résultats, ce n'est pas seulement du fait du coach. Ce n'est pas seulement. Mais cette fois-ci, même ils ont changé même le directeur sportif. Absolument. C'est là de dire, c'est pas seulement l'entraîneur. Là, on parle de tout l'encadrement qui a été changé. À milieu de saison, est-ce que c'est possible en ce moment de tout chambouler au niveau de l'équipe? Je doute fort. Peut-être tout ce que les dirigeants espèrent maintenant, c'est qu'il y ait un déclic à travers le coach qui va venir. C'est-à-dire qu'il puisse envoyer un brin de motivation à ce collectif qui est là, parce que ça semble, il semble avoir, disons, un effectif plus ou moins honorable, contrairement à d'autres équipes, et que l'effectif n'est pas à sa place en termes de classement. Non, ils en ont des mais quelle équipe passe des moments durs? On est d'accord que l'équipe passe des moments très durs. Mais ce n'est pas du fait que l'effectif soit mauvais non plus. Je suis d'accord avec toi que changer tout maintenant peut causer des problèmes. Mais ça peut aussi amener le déclic. Ça peut être un déclic. Et là, l'équipe peut exploser. C'est pas tout de même Manchester City qui a un gros budget, mais qui passe des moments difficiles. Mais ils se sont dit dans la tête, c'est toute une saison. Au lieu de tout changer maintenant, laissons Pep Guardiola continuer jusqu'à la fin. Après, voir si on peut remanier un tout petit peu l'effectif. Parce que c'est pas Amadou, peut-être c'est pas juste un problème d'entraîneur, de coach ou bien de directeur sportif. C'est pas ça. C'est aussi la façon dont le Wakria joue maintenant. Il n'y a plus d'envie. Le CIK du moins. Le CIK joue maintenant. Il n'y a plus d'envie. Il n'a plus d'envie de mettre du rythme. C'est ce qui manque dans cette équipe. Il n'y a pas assez de mouvement devant. Ça ne défend pas comme d'habitude. On sent que cette équipe, elle est un peu fatiguée. Oui, l'équipe manque de mordant. Voilà, justement, manque de mordant. Il faudra quand même du sang neuf pour permettre à cette équipe d'aller de l'avant. Ça commence par les entraîneurs, par l'encadrement. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je vous rappelle la position de ces clubs en championnat au niveau du classement provisoire. L'équipe du CI Kamsa occupe la 8e position.
avec 9 points. Pour le moment, quand même, ils ne sont pas en chute libre, mais il y a de ces rencontres qu'ils ont perdues à domicile. Il ne fallait pas perdre. C'est comme lorsqu'ils ont perdu cette rencontre face à cette formation de foot élite. La situation, elle est nonchalante. Est-ce que le problème... Oui, est-ce que... Voilà, 8e place. Le problème, ce n'est pas, attention, le nombre de points, c'est le classement. Oui, 8e place, mais le premier n'a que 16 points. Et puis, c'est le club qui occupe la 7e place, c'est Louba FC. C'est qui est compliqué à 10 points. Donc, vous imaginez, à ce niveau, ils ne sont pas au niveau des phases retour. Ils occupent, ils ont 9 points. Et le premier à 16. Le problème, ce n'est pas le nombre de points, c'est le classement. Être classé 8e au vu de l'effectif, au vu de ce qu'ils ont ambitionné. Et pourtant, ça ne compte pas parce qu'ils ne sont pas en fin de saison. Il faut voir la différence de points entre le club, entre leur position et le premier à 16. Toi, déjà, tu n'as que 9 points. 5 points de différence pour en fin de championnat. Ça ne devrait pas sauter. Les points valent vraiment cher dans le championnat guinéen en ce moment. Même les premiers ont connu des défaites cette année. Donc, ce qui veut dire que c'est très difficile d'engranger des points. Et même un point perdu, c'est un point de trop. Et le problème ici, ce n'est pas de dire qu'on est à 3 points, 4 points du leader ou de l'équipe concurrente, mais c'est de dire qu'on est 8e. En termes de classement, si ça continue comme ça, les autres équipes continuent à performer au même niveau, on risque de finir 8e ou en deçà de 8e. Alors que cette équipe ambitionne d'être dans le haut du tableau. Pas peut-être d'être champion, mais ambitionne d'être dans le top 3, dans le top 4. C'est pourquoi ils veulent changer cela. Et puis, ça montre, peut-être pour placer ça, ça montre l'explosivité de ce championnat. Oui, parce qu'il n'y a pas... C'est très serré. C'est très serré, il n'y a pas assez de points. Se valent plus ou avec Amadou, tu as quand même 8e, tu as quelques points de moins que le premier et le deuxième. Ce qui veut dire, en quelques mois, tu peux rattraper le Big Four. Le 4e oui, enchaîner même 2 victoires. Enchaîner 2 victoires, c'est compliqué. Même le AFIA, enchaîner 2 ou 3 victoires, c'est très compliqué. Pour dire qu'il n'y a pas de favori dans ce championnat. C'est pour cela que je dis, ça montre l'explosivité de tous les clubs. C'est devenu la première ligue, ce championnat guinéen, où le dernier peut venir vaincre le tout premier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le Big Four, c'est le AFIA, le WACRIA, le Orea, le SOR Academy. Ça n'existe pas dans ce championnat. Ils peuvent bien se remettre sur la ligne. Maintenant, il faudra galvaniser les troupes. Voilà peut-être la venue de Leandro. Alors, est-ce que la question, elle va être aussi intéressante? On sait qu'il nous taraude l'esprit parce que le constat est là, ce club tout dernièrement n'arrive pas à durer avec un entraîneur. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le véritable problème, c'est les ambitions. C'est pas le seul club en Guinée. Oui, mais quand tu prends tout dernièrement le CIK qui a changé tellement d'entraîneurs, on n'en parle même pas. Le CIK, tout dernièrement, avant même le début du championnat, on a vu, c'était le même qu'avec l'AS Kaloum. Oui, écoutez, peut-être que vous savez, parfois, quand les ambitions ne sont pas en adéquation avec l'effectif, ou les moyens, ça arrive très souvent qu'on se dise l'équipe ne performe pas, c'est parce que le coach n'est pas bon. On change, on envoie un autre et puis on trouve que c'est la même chose. Et puis c'est les mêmes coachs, c'est les mêmes joueurs, c'est presque le même niveau. Mais le coach, disons, c'est le maillon le plus faible, disons, c'est le maillon le plus facile à lever dans une équipe. Quand ça ne va pas bien, c'est le premier qu'on pointe du doigt. Donc, mais écoutez, vous savez, changer d'entraîneur à milieu de saison, c'est un couteau à double tranchant. Ils peuvent aujourd'hui venir, ils envoient... Mais aujourd'hui, le véritable problème de la direction... De façon peut-être rapide, non, mais écoutez, ça peut aussi avoir des incidents sur l'effectif qui était là, des joueurs qui étaient confirmés avec le précédent entraîneur. Lui, s'il vient, il veut tout chambouler. Parfois aussi, ça peut être un problème. Donc, c'est très compliqué de changer un entraîneur à milieu de saison. Il faudrait... Mais le véritable problème avec le CIK, c'est pas seulement l'entraîneur. On a vu... On change encore le directeur sportif. Ouais, mais parce que ça ne va pas, ça ne marche pas. Ça sous-entend que ce n'est pas seulement l'entraîneur. À la base, au niveau de la direction, il y a toute une désorganisation. C'est qu'il nous souhaiterait faire comprendre. Parce que si c'est un problème de résultat, l'entraîneur doit quitter. Mais le directeur sportif est inclus dedans. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de moi, je suis d'accord avec toi, Manu. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un petit souci, peut-être qu'on nous cache, qu'on ne connaît pas réellement au fond. Mais ça va de pair aussi au directeur sportif. Et l'entraîneur, ça doit se comprendre. Ça doit s'aider mutuellement, parce que ce n'est pas seulement l'entraîneur qui dirige son équipe. Au niveau des recrutements, il y a le recrutement et tout. Donc il y a des soucis. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
On sent dans cette équipe qu'il n'y a pas d'envie. Ces jeunes-là qui explosaient l'année passée, on n'arrive pas à les retrouver. C'est parce qu'il y a un petit problème, il y a un petit souci et qu'il faut régler le plus rapidement possible. Et moi, j'espère que ce problème a été trouvé. Et ce problème, c'est ce problème-là, c'est le problème d'administration. Peut-être je pense qu'il a été trouvé. Oui, j'ai fini. Peut-être que ce problème il a été trouvé. Leandro, tout de même, c'est l'un des meilleurs en Guinée. Il connaît très bien le football guinéen. Il peut vraiment booster en cette équipe. Je le redis encore une fois. Il faut des moyens pour rebooster en cette équipe, essayer de laisser Leandro travailler pour lui permettre d'accompagner un visage neuf. Mais sauf qu'il n'a pas le temps. On est à milieu de saison. Pour revenir à ce changement, vous savez, quand on enlève un coach le plus souvent, c'est parce que les résultats ne suivent pas. Mais quand on enlève un directeur sportif, c'est parce que le recrutement qui a été fait ne répond pas aux attentes. C'est sûrement ce qui s'est passé. Maintenant, le CNK a recruté, mais pas beaucoup. Et puis tous ces recrues sont presque sur le banc. Bien ciblés. Ces recrues sont sur le banc parce que la plupart des recrues viennent de la Flamme Olympique. Ce n'est pas bien ciblé. S'il est parti, c'est parce qu'on se dit, il a recruté, oui, ce n'est pas beaucoup, oui, mais même ceux qui sont là ne jouent pas, ils ne s'intègrent pas dans le collectif. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que les deux qui sont venus vont s'entendre? Parce que le Leandro dont vous parlez, c'est une tête forte. Manju aussi, c'est une tête forte. Est-ce que l'un d'entre eux va accepter de s'écraser devant l'autre? Attention, mais c'est pas les mêmes postes. Chacun a ses attributs. On va le dire. Chacun a ses responsabilités. Et tout ça. Mais à un moment donné... Le directeur sportif n'est pas entraîneur de l'équipe. Mais s'il ne travaille pas en équipe, ça ne marche pas. Mais ils sont obligés de le faire. Le directeur sportif, ils sont obligés de le faire. Il peut cibler un joueur et se dire qu'il peut naturellement s'intégrer dans notre collectif. Je vais te rappeler l'anecdote rapidement. Le coach ne peut pas être d'accord. S'il n'est pas d'accord et que le directeur sportif lui force pour que le joueur vienne, il ne va pas. Je peux te rappeler quelque chose. Oui, mais attention, ça va retomber sur le directeur sportif parce que s'il n'y a pas de bons résultats. Ça va retomber sur les deux. Exactement. Maintenant, puisqu'ils sont venus ensemble, on va espérer que la direction ait travaillé dans ce sens pour qu'ils puissent être en symbiose, comme ça se passe dans tous les grands clubs du monde, où le directeur sportif voudrait dire, est en relation directe avec le coach pour les recrutements et pour tout ce qui s'ensuit. Si ce n'est pas le cas, dès le début, il faut prévoir un échec. Je suis d'accord avec toi sur ce point parce que dans beaucoup de clubs, il y a eu des problèmes comme ça. S'il y a deux têtes, il y a deux grosses têtes qui se rencontrent dans un club qui occupe les fonctions de directeur sportif et de l'autre entraîneur, ça risque de se bloquer quelque part. Je te donne l'anecdote rapidement. Je crois que c'est en 2011 avec Mourinho, Zinedine Zidane. Mourinho, avec sa tête dure, disait que c'était lui le seul responsable, c'est à lui de recruter. Mais cette fois-ci, je ne pense pas, parce que c'est des entraîneurs qui se forment et qui ont travaillé ensemble. Oui, justement. Tant que ces deux entraîneurs, ça va. Mais si l'un est en haut, l'autre il y a le gars, je pense pas que c'est le même. Il y a Zidane qui a répliqué, c'est lui le directeur sportif, c'est à lui de le faire. Heureusement qu'il y avait un président de club respecté, Fiorentino Pérez, qui a donné à chacun ses limites. Et aujourd'hui, espérons qu'on ne va pas arriver à ce niveau-là, mais il viendra au moment, il y a le chef suprême qui supervise tout, c'est à lui de donner à chacun ses limites pour permettre à cette équipe de sortir de l'obscurité où il se trouve maintenant. Alors, moi quand même, je ne sais pas, je ne suis pas pour le moment satisfait de la réaction de ce club, de fait qu'ils ont quand même changé l'entraîneur, parce qu'ils occupent la 8e place avec 9 points. Ils ne perdent pas. Ils s'attendaient plus à Madou. Exactement. Nous sommes à la 8e journée. Il y a combien de saisons qui restent? Est-ce que c'est pas tôt de faire le bilan d'un entraîneur pour le faire sauter? Ce n'est pas une question de moins. La question reste fondamentale, mais on va rentrer en contact avec les responsables de ce club. Salim a perdu sa place parce qu'il ne gagnait pas de match, parce qu'il était 8e en Bundesliga. Ça peut bien se comprendre. Mais cette fois-ci, c'est à combien de journée? Les journées, a perdu sa place en combien de jours? Oui, mais il y a combien? Oui, mais attention. Disons, les clubs aussi qui ont de l'ambition n'attendent pas trop. Non, ce que vous n'avez pas compris, c'est extrêmement important de voir le nombre de points qui restent entre toi et les concurrents. Rien n'est joué, rien n'est perdu. Moi, je pense à ce niveau pour ne pas... Si le jeu ne satisfait pas le président. Non, moi, je pense que pour ne pas qu'on glisse sur des pentes qui sont un peu compliquées, il vaut mieux qu'on rentre en contact avec les responsables de ce club. On va les inviter sur ce plateau. On va les mettre la pression de nous faire savoir réellement pourquoi faire sauter un entraîneur à la 8e journée et qui n'est pas dans une situation
non confortable. Les nombres de points qui se trouvent entre lui et les top 5, il n'y a pas assez d'écart. C'est quelque chose à diagnostiquer. Je veux que tu relativises quand tu dis nombre de points, c'est petit, ils ne sont pas loin des concurrents, il faut relativiser. Le Milo occupe la 5e place avec 13 points. Oui, eux déjà, ils ont 9 points. Combien de différence entre le point? Un seul point vaut vraiment cher dans ce championnat. Mais ça dépend du nombre de journées. Rares sont les équipes aujourd'hui qui peuvent enchaîner 2-3 victoires. Et ça n'existe pas. Les 3 victoires, ça n'existe pas du tout. Donc 2 victoires, certaines équipes, en tout cas les équipes de la tête du championnat. Je ne pense pas qu'un club a enchaîné 3 matchs. Ça ne s'est pas réalisé. Donc il faut relativiser le fait qu'il y ait moins de points. Maintenant, quand tu vois, disons, quand tu observes qu'ils ont effectué un changement maintenant, peut-être qu'il faut voir le fond de jeu, peut-être que ça ne les satisfait pas. Certes, il y a le nombre de points, tu peux dire c'est petit, mais le fond de jeu ne les satisfait pas. Et l'intégration des nouveaux ne les convient pas peut-être, etc. Mais ils ont un bon résultat. La collaboration avec le coach n'est pas au beau fixe. Mais ils ont des bons résultats, parce que la dernière sortie de ce club, ils ont gagné 4 buts. Donc le changement, parfois, il faut viser, peut-être à l'interne, il faut être à l'interne pour comprendre pourquoi il y a eu ces changements. Et même les ambitions du futur, parce que Manju c'est quelqu'un qui c'est un expérimenté. Quand on l'envoie aujourd'hui, peut-être qu'ils veulent carrément changer le format sportif de l'équipe et tout, la politique sportive, je voulais dire, de l'équipe, et pratiquement changer tout. Peut-être que c'est une vision globale d'avenir qu'ils veulent débuter, etc. Mais il faut relativiser le nombre de points entre les uns et les autres. C'est très serré le championnat. Là. Alors quand même, nous, on va continuer à fêter nos sommaires. Alors, on va continuer à fêter nos sommaires dans cette émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. On est en train de tergiverser sur le championnat guinéen de Ligue 1, Guico Press qui est à sa 8e journée. Hier, quand même, on a suivi quelques matchs en retard. C'était au stade Petit Souris de Nongo. La Flamme Olympique a fait 0 but face à cette formation de Louba de Télébili. Il y a des matchs en retard de l'autre côté à Kamsar. Et le CI Kamsar a pu quand même battre l'équipe de Almami sur le score de 4 buts à 1. On va parler de Sor Academy. Sor Academy, on les a vus en campagne africaine. Une équipe formateur qui arrive à nous produire des très bons joueurs. Et le président du club, il se bat, même s'il n'y a pas trop de bons passionnés du football. On sait qu'Almami, c'est quelqu'un qui est dévoué. Mais cette fois-ci, on n'arrive pas à reconnaître Sor Academy. Nous sommes à la 8e journée. Le club n'engage que 1 point. Goal différentiel, moins 15. Sor Academy traverse une situation nonchalante. Comment vous interprétez cette position de ce club? Si un club est officiellement en crise, hein, c'est Sor Academy. Et tout de même, ils sont derniers. C'est une équipe exceptionnelle. C'est comme le CIK Amadou, qui a de l'envie, qui a des jeunes explosifs devant et qui aiment garder le ballon, qui marquent des buts. Mais ça défend très bien. Mais aujourd'hui, on ne voit pas tout ça. Cette équipe, elle est désemparée. 15 points du leader. 15 points du premier. C'est vraiment compliqué. C'est pour dire que s'ils ne font pas attention, ils vont jouer la Ligue 2 la saison prochaine. Parce qu'ils sont derniers avec un seul point pour le CIK. C'est vraiment grave. On ne sait pas ce qui se passe. Bien sûr, on dit que dans cette équipe du Wakria, du CIK, il n'y a pas d'envie. Mais l'équipe de Sor Academy, c'est autre chose. C'est pire, c'est au-delà de ça. On ne comprend pas ce qui se passe. Et même l'administration aujourd'hui ne comprend pas ce qui se passe parce que le Sor Academy n'a pas l'habitude de nous montrer une telle copie. C'est compliqué ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a une chose. On ne sait pas si c'est un problème d'argent. On ne sait pas si c'est un problème d'entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, ça se ressent carrément dans cette équipe. Ces joueurs-là n'arrivent pas à enchaîner. Pas de match nul. Beaucoup de défaites. Ils n'arrivent pas à gagner de match. Ils ont perdu contre la Flamme Olympique. Comme la Flamme Olympique. C'est compliqué. Le Sor Academy, c'est une équipe d'académie, des joueurs exceptionnels, qui a l'habitude de faire sortir des jeunes monstrueux, qui a d'ailleurs été, pour moi, l'une des meilleures équipes en campagne africaine. Exactement, Ils ont réussi où l'AFIA a échoué. Ils ont emmené ce drapeau guinéen très très haut, même si on attendait encore un peu plus d'eux dans cette compétition-là. Ils pouvaient aller mieux, mais on se disait que cette équipe partait en campagne africaine pour apprendre, mais la saison prochaine, qu'ils vont revenir très très fort dans cette campagne. Mais cette équipe vient de s'enterrer carrément. Bien sûr, il y a deux places africaines qui ont comment on appelle ça, qui sont en jeu.
Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe CAF, mais ils sont très très loin de ces deux-là. Très loin. Et ça va être compliqué de revenir. Écoutez, moi aujourd'hui, quand je vois le classement, quand je vois la position du sort, je suis peiné. Je suis peiné parce que c'est une vision du football que moi j'aime. Le côté académique de cette équipe, c'est-à-dire on forme des jeunes, on les fait monter, puis on les fait découvrir le haut niveau, et ensuite ils continuent leur carrière après. Et ils nous ont émerveillés. C'est-à-dire au-delà des résultats. Mais est-ce que financièrement, ils engrangent de l'argent à travers ces départs des joueurs? C'est-à-dire ils nous ont émerveillés au-delà des résultats qu'ils ont obtenus. Il y avait du jeu, il y avait un contenu. C'était plaisant de voir le sort jouer au football. Magnifique. Parce qu'ils savaient bien combiner. Ils ne gagnaient pas pour gagner, ils gagnaient en dominant. Et c'était une équipe vraiment plaisante à voir évoluer. Et à voir ce classement, c'est comme si on remet en cause toute une politique derrière, toute une vision derrière. Et tout le bien qu'on peut, en tout cas que moi je peux les souhaiter, c'est qu'ils retrouvent rapidement la bonne voie, le bon feeling pour recommencer à remonter la pente. Maintenant, au président Almami, il doit prendre des décisions dès maintenant. Ah, maintenant, il faut savoir revenir. Il faut savoir revenir. Alors, Hassan, la question qu'on va se poser, on a tellement tergiversé sur ce genre de questions, de longue haleine dans nos différentes émissions, c'est la politique sportive des clubs guinéens pour que ces clubs arrivent à avoir quelques rentabilités financièrement, parce qu'on a fait un constat, dès que le président des clubs arrive à se planter financièrement, le club a du mal à mettre une politique en place pour générer de l'argent. Aujourd'hui, bon nombre de clubs traversent ces moments difficiles. Elle n'est pas bonne, cette politique, que ce soit les plus gros ou les petits. On a d'ailleurs perdu des clubs exceptionnels, des clubs qui jouaient le Big Four parce que leur politique interne n'était pas bonne. Je vais prendre le Félou Star de la Baie. Le Félou Star de la Baie, c'était le grand représentant de la Guinée dans les compétitions africaines. C'est un club quand même qui a fait beaucoup de choses, qui a explosé dans ce championnat. Mais aujourd'hui, où se trouve le Félou Star de la Baie? Ça va en national, cette équipe. Oui, ça part en national, cette équipe. Le Satellite, où se trouve aujourd'hui Satellite? Satellite, c'était quand même l'un des gros. Et aujourd'hui, cette équipe, elle est où? Même l'Orea, qui a des problèmes de finances aujourd'hui, l'Atlético Coléa et plein d'autres clubs. C'est parce que la politique interne, la politique, comme vous dites, sportive n'est pas bonne. Il faut savoir comment gérer un club. C'est pas un seul individu ne peut pas accompagner un club à long terme. Ils doivent montrer l'Orea. L'Orea, au début, le budget c'était plus de 5 millions de dollars quand tous deux sont arrêtés aux affaires. Mais derrière, il n'y a pas eu de rentabilité. Et quand il n'y a pas de rentabilité, on part en faillite. On ne laisse pas des joueurs, par exemple, partir parce qu'on a de l'argent derrière, parce qu'on peut le payer. Mais quand, comme on appelle ça, le fair play financier nous rattrape derrière, on ne peut pas arriver. Mais est-ce que la FIA n'a pas compris? Parce que tout dernièrement, ils ont fait justement, quand même quelque chose qui est bon avec Aloba. Il faut comprendre ces erreurs. Comprenez, il y a des équipes qui ont des entreprises qui les accompagnent, des sponsors qui les accompagnent. Il y a des équipes qui forment et qui les vendent très très cher pour enfler les caisses du club. Ça, c'est l'exemple de Arsenal, par exemple. Arsenal, il fait un moment, il n'y avait pas des bailleurs, des gros bailleurs derrière. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, du moins. Ils recrutent les plus jeunes joueurs partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Ils sont en quête du talent, ils viennent, ils les achètent, on les forme, on les fait jouer quelque temps avec l'équipe A pour engranger beaucoup d'argent avec les sponsors. Après, on les revend très cher dans des clubs plus grands que Arsenal. Et ça permettait à Arsenal d'être parmi les Big Four d'Angleterre et du monde. Et pourquoi? De l'Europe et du monde, bien sûr. C'est parce qu'ils ont une politique qui les permet vraiment d'avoir une vision globale de la chose. Comment? Si on n'arrive pas à avoir des sponsors, si on n'arrive pas à avoir des investisseurs, créons nous-mêmes notre politique pour nous permettre d'avoir de l'argent, acheter des joueurs, les former, les revendre. Et par exemple, Morlaï, il a explosé. Il y a plusieurs clubs qui l'ont demandé au Réa où ils pouvaient gagner des millions de francs guinéens. Et ils ont refusé de laisser partir. Ils l'ont conservé jusqu'à la fin de son contrat et il est parti libre. C'est encore la même chose. Nyanya, ils ont failli le perdre aussi. C'est parce que ces clubs-là, ils pensent que c'est pas, ils misent pas sur l'institution, ils misent sur la fortune d'un individu et quand ça tombe, ça fait tomber l'institution. Alors, est-ce que par ailleurs, on peut quand même diagnostiquer cette situation sous un autre angle? Il pouvait avoir une collaboration, quelques trucs de symbiose entre la Ligue guinéenne et ses présidents des clubs, organiser des meetings, des réunions
pour qu'il y ait des commissions de réflexion là-dessus, trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces clubs arrivent à avoir généré de l'argent, mettre un vrai projet sportif sur la table, c'est extrêmement important. Mais est-ce que par ailleurs d'autres personnes ne sont pas venues pour être président des clubs, peut-être pour avoir des postes au niveau de la CAF ou bien de la Ligue ou bien de se faire un nom? La question quand même, elle est fondamentale. Écoutez, quoi qu'il en soit, nous aujourd'hui on a besoin de clubs qui peuvent se maintenir au-delà des fondateurs, au-delà des financiers. Et lorsqu'on a reçu le secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel, on lui a fait ces remarques-là. Si les clubs ne se professionnalisent pas, n'acceptent pas d'aller vers ce professionnalisme, et même ils peuvent travailler avec la Ligue. Ils peuvent et ils doivent travailler avec la Ligue, et la Ligue aussi peut instaurer une sorte de barème pour être un club professionnel. Par exemple, il faut avoir des contrats avec les joueurs, établir un barème de salaire qu'on peut donner à des footballeurs, établir des conditions qu'on peut donner à un club. Oui, attention, mais parce que là, c'est pas pour te couper la parole, mais là, ils sont obligés de travailler ensemble. Parce que ce club ne peut pas partir chercher des bailleurs qui vont venir mettre de l'argent dans un championnat qui n'a pas une bonne visibilité, dans un championnat où il n'y a pas d'infrastructure sportive du nom, dans un championnat où on n'arrive pas à te donner place. Donc, il faut qu'il y ait un travail entre la Ligue et les présidents de ces clubs pour qu'ils arrivent franchement à chercher des solutions fiables. Absolument, ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Parce que, écoutez, on a perdu tellement de grands clubs, tellement de gros talents dans ces différents clubs. Parce que quand le club s'éteint, il s'éteint en même temps avec les talents qui se trouvent dans ces clubs-là. Et voilà pourquoi je parlais ici de barème. Il faut, par exemple, les dirigeants, il faut avoir un certain niveau, il faut avoir un certain niveau de formation dans certains domaines de football. Des directeurs sportifs les accompagner dans le cadre du recrutement. Et ça va comment organiser le championnat, de la gestion et tout, les encadreurs, les former dans le cadre de l'accompagnement des jeunes pour les amener à passer du semi-professionnel au côté professionnel, etc., etc. Travailler le côté business de nos clubs. C'est extrêmement important. Si vous voyez des clubs comme ça peuvent former le sort dont on parle ici, à former tellement de bons talents, mais au final, en termes de rentabilité, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas seulement le cas du sort, c'est pratiquement tous les clubs guinéens. Donc, il faudrait qu'il y ait ce travail en amont avec tous les clubs pour les accompagner à se professionnaliser. Il ne suffit pas de dire que nous avons une ligue professionnelle. Il faut se professionnaliser. En tout cas, quand même, c'est un travail qui est collectif. On va partir lire quelques réactions de nos internautes sur notre page Facebook Kavi TV. Il y a Ibrahim Diallo qui nous regarde depuis Limoges, Bundeswala, qui est en fervent fan de cette émission. Il y a Boubacar Diallo, Cole, qui nous fait savoir que vous êtes fort. Alors, il y a ce monsieur qui relance le débat dans ce qu'on est en train de dire, c'est Ali Kress Koumbassa. Il dit: salut à vous, les chroniqueurs sportifs de Kavi TV, le CE Kamsa et d'autres clubs du championnat guinéen. Ce n'est pas le problème d'entraîneurs et de moyens qui manquent, mais le problème se situe dans un premier temps au niveau de ces joueurs qui ne se concentrent pas dans certains matchs. Donc, quand on prend certains entraîneurs comme Mandjou Diallo, qui a fait ses preuves avec le Fellow Star de l'AB en 2006 et avec le Sili National Espoir, à l'époque, les joueurs se donnaient à fond pour rendre fiers leur club. Et maintenant, il n'y a pas cela. Il y a des présidents de clubs qui laissent tout pour satisfaire les joueurs avec le peu de moyens, donc qu'ils en ont. Même en regardant les prestations des joueurs sur le terrain, tu vas te rendre compte que le niveau des joueurs est bas. Il faut que les joueurs acceptent de travailler dur. C'est pourquoi ils pourront avoir des promotions dans d'autres championnats. Alors, ce que je vous dis, ils doivent travailler ensemble. Si tu vois un joueur se concentrer, c'est parce qu'il est bien payé. Et si tu vois un président de club arrive à décaisser les moyens, c'est parce qu'il a des partenariats. Et ces partenaires ne vont pas venir dans un championnat qui est très mal organisé. Qui organise le championnat? C'est la Ligue. Tout va ensemble. Il a tout dit, John. Miser sur le plan business, bien sûr, mais aussi la communication. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Ça n'existe pas dans le championnat.
La Escaloum a misé sur la communication et ça commence à marcher. Et d'autres clubs aussi, je pense, vont sur le pas, essayer de mettre le guichet doux pour permettre à ce championnat d'être connu. Parce qu'on le dit que c'est un championnat professionnel et aujourd'hui, il n'est pas connu à 100% ce championnat-là. Pas du tout, il n'y a pas de communication autour. Moi, je suis d'accord avec le monsieur quand il dit qu'il n'y a pas d'envie. On a commencé avec ça. Il n'y a pas d'envie. Cette équipe, elle joue parce qu'elle a envie de jouer. Mais ça ne montre rien parce que derrière, s'il n'y a pas de conditions au préalable, ces joueurs-là, ça va se descendre sur le terrain. Attention, ce n'est pas juste un problème d'argent, vous avez un président de club, c'est un problème d'organisation. Si ce n'est pas très bien organisé, le joueur ne peut pas se sentir fort dans le terrain. Écoutez, quand aujourd'hui un joueur, il est suivi, ça communique autour de lui, il se dit dans la tête, comme ça communique sur moi, je vais tout faire pour me battre, pour essayer de signer dans un grand club. Parce que quand il existe cette communication-là, les recruteurs vont venir. Et ces recruteurs-là vont acheter des joueurs. Le joueur du Oréa qui est en provenance de Cancan, c'est Traoré ou quoi? Oui, Traoré. Et de l'autre côté, Amadou, ça va aider d'abord à ces clubs-là de se faire de l'argent parce qu'ils ont vendu des joueurs. Ça permettra aussi à d'autres joueurs de se dire, par exemple, Aloba, il a signé en Algérie. Et je vais me battre aussi pour essayer d'y aller parce que il y a une communication qui tourne. Et le club profite, ils ont signé un partenaire avec le Mouloudia d'Algérie. Il y a une communication qui tourne très bien. Comment on a su que ce monsieur, c'est le meilleur buteur de la Guinée, il explose cette saison. S'il n'y a pas une communication autour de ce jeu, personne n'allait le savoir. Avec des relations surtout. Ah oui, avec des relations surtout. C'est pour cela que je dis à Jean, oui, le plan business, il est très important, mais ça y va avec aussi la communication. Quand il n'y a pas de communication, ça va être très compliqué. Alors, très compliqué. Je veux relancer le débat envers Dian. Est-ce qu'un président des clubs, il faut seulement avoir les moyens pour venir dans le football parce que c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de dire seulement je prive ma famille, je mets dans le football. Là, tu es en train de mettre ton argent. Est-ce que tu as un projet à la base pour que toi aussi tu arrives à avoir des revenus? Parce que le constat est là. Est-ce que ces présidents de clubs aussi ne sont pas là seulement pour investir? Il ne faut pas venir seulement pour dire que je suis là pour aider les jeunes. Mais est-ce que tu connais le football? Peut-être que je vais me répéter. Je dis il doit y avoir un barème. Un barème. Par exemple, si tu veux être président de club, tu dois avoir un certificat, par exemple, d'une formation dans un domaine ou dans un autre. Il faut mettre telles conditions. Par exemple, pour les joueurs, avoir un contrat, on ne te demande pas de les payer ce que tu ne gagnes pas, mais un contrat bien évidemment très bien établi. Et ensuite, des encadreurs qui ont des certificats, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de certificats pour encadrer des jeunes, etc. C'est l'ensemble de tout cela qui peut nous amener à sortir de cette situation. Parce que ceux qui ont de l'argent, on ne peut pas les refuser de venir prendre un club. Mais par contre, on peut leur dire que tu dois te former dans tel domaine pour prendre un club. Il faut cette exigence. C'est pourquoi dans d'autres pays, vous allez voir des présidents délégués. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a de l'argent, il est là, ça va, c'est lui qui donne, mais il y a un président délégué qui s'occupe de tout ce qui est sportif. Parce que lui, il est formé pour cela. Ça fonctionne comme ça dans d'autres pays. Non, ici, il faut être un ami proche du président pour être son directeur sportif. En ce moment, si on veut changer ce paradigme-là, les riches, ils peuvent venir naturellement investir, il n'y a pas de problème. Mais s'ils n'ont pas la formation requise, ils ne peuvent pas mettre les mécanismes qu'il faut dans le fonctionnement de ces différents clubs. Ils peuvent trouver des présidents délégués qui ont ces formations et ces qualifications qui vont mettre ces dispositifs en place. Sinon, on va continuer à perdre des clubs et à perdre des talents. Il faut l'écouter, il a un doctorat en business management. Non, je suis d'accord avec lui. C'est extrêmement important. Il faut quand même renforcer les capacités de formation à tous les niveaux. C'est extrêmement important. On va lire quelques messages. Il y a Ibrahim Diallo Bundes depuis Limoges qui revient de réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Continuez à faire comme lui. On va lire vos réactions, lire vos avis. Vous pouvez même relancer le débat. C'est extrêmement important. Il dit Ibrahim Diallo, salut l'équipe gagnante. Amadou Major, tu es le 10 des journalistes de ma chère Guinée. Hassan Diallo, tu es le meilleur relayeur de cette émission. Et Jean est le Girassi de l'émission. Tu n'es pas le Messie, tu es le Girassi. Alors, merci. Non, quelle fierté, quelle fierté. Voilà, il y a déjà, c'est affiché en bas de votre petit écran, ces messages. Et cet autre nous dit, c'est Ram Kamara FC. Ram Kamara FC, c'est le nom d'un club, voilà, qui est géré par notre conseiller, dit Hassan Amadou Major Diallo. Vous me manquez beaucoup. Je vous suis depuis la Sierra Leone. Force à vous, mes mentors.
votre sœur Baldé. On se rappelle hein, de la fille Baldé, passionnée de football. L'ancienne joueuse de qui a mené beaucoup de combats. Ah oui, je l'aime bien celle-là parce qu'elle s'est battue pour le football féminin. Même si on voit aujourd'hui le football féminin nager. On va en parler. On veut bien l'avoir dans cette émission, il nous manque aussi. En tout cas, quand même, on va se battre pour l'avoir dans cette émission en direct depuis la Sierra Leone. Ne te presse pas, garde ta position d'écoute. Tu es en train de nous suivre dans la deuxième partie de cette émission. On va mettre un accent particulier et tergiverser sur le football féminin de longue haleine dans les différentes émissions. On attend d'énoncer, mais on attend de voir la suite. On est en train de parler sur la politique sportive. On vient arrêter quelque chose qui est extrêmement important. C'est sur les renforcements de capacités de formation. Parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir les moyens pour venir dans le football. On a vu la SEC Moussa, le club a duré, ça fait longtemps. On n'entend pas ces genres de problèmes. Mouloudia d'Alger, on n'en parle même pas. L'Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns et tant d'autres. On a vu combien de fois le championnat sud-africain est accompagné par des banques. Mais il n'y a pas de politique pour attirer l'attention de ces sociétés minières et de ces banques pour qu'ils arrivent à accompagner le championnat guinéen. Les clubs travaillent à part et puis aussi, comment dirais-je, la Ligue travaille à part. Quand le logiciel est obsolète, il faut faire des mises à jour. Il faut accepter des formations. Il faut s'auto-former. Au-delà d'aller vers les personnes pour essayer d'avoir une formation, tu peux t'auto-former. Aujourd'hui, tout existe sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, sur les réseaux. Des formations en ligne. Les formations en ligne. On a vu les entraîneurs ont du mal même à coacher le club en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui en Guinée, Amadou, tout le monde est professionnel. Et personne n'aime se former. Tout le monde veut de l'argent et personne ne part essayer d'augmenter ses capacités. Et même nos entraîneurs. Ah oui, mais c'est justement, je parle de tout le monde. Si tu n'acceptes pas la formation, si tu n'acceptes pas de te mettre en cause, si tu n'acceptes pas de dire, ce monsieur-là, il connaît plus que moi, je vais aller vers lui pour essayer d'apprendre. Je te jure, un jour, un jeune va exploser, il va te dire, il va venir, il va te mettre à ta place. Parce que lui, au moins, il a une mise à jour. Parce que c'est un jeune qui connaît plus les outils à la une que toi. Il va te mettre à côté. C'est ça le véritable problème aujourd'hui du football guinéen en général. D'ailleurs, le sport en général. Ou au-delà de ça. Parce que personne n'accepte de se faire former par une autre personne. Aujourd'hui, quand tu viens dans un club de football, tu trouves l'administration. Tu dis, bon, attends, j'ai une formation à donner pour vous permettre de faire ça et ça. Mais attends, le petit là, il se fout de nous. Exactement. Le petit là, il se fout de nous. Tu sais depuis quelle année nous sommes dans le football? Toi, tu peux nous apprendre quelque chose? Il n'y a pas de papier qui certifie. Oui, toi, tu peux nous apprendre quelque chose, nous, depuis quelle année nous sommes dans le football? C'est comme le journalisme, Amadou. C'est comme le journalisme. Tu peux être le meilleur commentateur de tous les temps. Tôt ou tard, un jeune va exploser. Il va donner plus que toi. Si tu n'acceptes pas de te performer, si tu n'acceptes pas de suivre les conseils, si tu n'acceptes pas d'aller voir d'autres personnes comme toi qui ont un niveau plus que toi et reconnaître ça et aller te battre pour pouvoir l'apprendre, sérieusement, un jour, ces jeunes-là vont te déplacer. Parce que le monde, il est régi comme ça. Alors, si tu ne te formes pas, il y a des hommes qui sont formés qui vont venir te déclasser. Donc, moi, ce que moi je peux conseiller à tout le monde aujourd'hui, c'est d'accepter les conseils des autres personnes, accepter de se faire former et surtout de s'auto-former pour pouvoir rivaliser contre le monde entier. Parce que les autres pays, ils sont loin devant nous. Alors, pour qu'on a pris des exemples, le cas que cette formation SOR Academy est en train de traverser, ce n'est pas seulement ce club qui traverse cette situation. Tous les clubs guinéens quand même traversent des moments difficiles. Seulement, il y a une question de degré qui diffère entre ces clubs, mais sur le plan administratif, les clubs ne progressent pas. La Ligue guinéenne aussi, il y a beaucoup de choses à revoir. La Ligue doit savoir quelque chose et doit travailler en symbiose avec ses directeurs sportifs, avec les présidents des clubs, avec même les officiers médias, parce que tout dernièrement, ils avaient organisé une réunion. Sadjali Diallo avait sollicité de rencontrer les officiers médias de ces clubs quand même, parce que moi, il m'a appelé, on attend quand même la suite, voir, c'est extrêmement important pour qu'on arrive à donner des pistes de solutions. C'est important de critiquer, mais il faut qu'on avance des pistes de solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour SOR Academy? Le sort, je crois que le président en ce moment, il est en train de penser. Mais c'est pas seulement lui, tout le monde. Mais bon, en termes de prise de décision, c'est à lui de prendre des décisions. Donc, s'il n'a pas pris encore, il est en train de réfléchir par rapport à la meilleure stratégie. Mais écoutez, je crois que les jeunes ont besoin de motivation. Je ne sais pas si c'est une motivation pécuniaire dont ils ont besoin, ou c'est une motivation, je ne sais pas, autre chose, ou s'il faut, ils ont besoin d'une motivation avec un leader, peut-être qu'avec le coach, etc., etc. Mais il faut
rapidement solutionner ce problème-là. Ouais. Moi, et en tout cas, en tant qu'amoureux du football, je ne suis pas de base supporter du sort, mais en tant qu'amoureux du football, je ne voudrais pas voir cette équipe. La saison dernière, moins ils ne sont pas partis en Ligue 2. Redescendre en Ligue 2. J'aimerais les revoir en campagne africaine. Ouais. J'aimerais revoir ces jeunes-là continuer à gravir les échelons. Ouais. J'aimerais voir un de ces jeunes ou certains de ces jeunes se retrouver en équipe nationale. Parce que c'est des académiciens qui ont été formés dans une école de football et qui pratiquent du beau football. Donc, Almami, trouve-nous une solution très rapidement pour sortir Sort de la zone rouge. Hassan Diallo, la même question. Ouais, bien sûr. C'est pas pour faire sortir, comme l'a dit Jean, cette équipe de la zone rouge, hein, parce que là, ils ont atterri là où on n'a pas envie de les voir. C'est quand même Sort Academy. Et une équipe monstrueuse qui met des buts, qui défend très bien, qui avait de l'envie de se faire connaître, de se surpasser. Et aujourd'hui, on retrouve cette équipe bas de tableau. Moi, franchement, ça me touche, ça me fait mal. Et surtout, on se trouve la peur. Les équipes qui explosent 2-3 saisons et qui baissent en intensité, en niveau, finissent très très mal. Ouais. Je ne le veux pas pour Sort Academy. Je ne veux pas que Sort Academy arrive à ce niveau-là. Ouais. Mais la plupart de ces équipes-là qui explosent 2-3 ans, qui ont des problèmes, après, ils n'arrivent pas à revenir derrière. Elles s'enfoncent, elles ne font que s'enfoncer. Parce que Sort Academy, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est un club qu'on a envie de voir dans ce championnat-là. On ne veut pas le voir en Ligue 2, en 2-2 ou bien en informel. C'est pas sa place. Sa place, c'est en Ligue 1. Et surtout, peut-être en Ligue des Champions ou en Coupe CAF, parce que c'est une équipe qui mérite bien de jouer en ces compétitions africaines. Alors, on espère qu'ils vont trouver une solution très très rapidement, parce que moi j'ai envie de les voir encore une fois nous faire rêver, exploser dans ce championnat. Allez, continuez à nous suivre, hein. Les internautes, nos valeureux auditeurs et téléspectateurs continuent à réagir sur nos canaux de communication et via notre page Facebook Kavi TV, continuez à réagir. Il y a quand même, je sais forcément qu'il est en train de nous suivre dans sa voiture, hein. C'est Rico, un taximètre qui ne change jamais la fréquence de Kavi. Là, je vous le confirme. Alors, on va partir lire cet autre message. Lui dit Ibrahim Abba, je suis Ibrahim Bari, je suis Ibrahim Bari, je vous suis depuis l'Angola. Merci beaucoup Ibrahim Bari. Mohamed Lamine Kaba, un passionné du sport, c'est Mohamed Lamine Kaba qui est souvent là, il est là à nous suivre dans nos différentes émissions. Monsieur Kaba, Mohamed Lamine, depuis Yataya, je vois que les défenseurs sont toujours oubliés, sinon on ne peut pas parler des anciens footballeurs guinéens qui ont reçu leur carrière en France, voilà, et sans parler voilà, de Morlaï Souma Koulovati qui a même été capitaine plus de 5 ans. Merci beaucoup Mohamed Lamine Kaba, un fervent auditeur et téléspectateur de cette émission. Mais Lamine Kaba, ouais, on ne les a pas oubliés, ils ne sont pas à l'oubliette parce que bientôt notre rubrique, voilà, ça va venir pour parler des Guinéens d'ailleurs, et la rubrique là va bientôt commencer, mais c'est une coïncidence. Les légendes alors, voilà, les légendes, on parle des Guinéens d'ailleurs. Hein, bientôt notre rubrique quand même, les légendes dans nos différentes émissions. Allez, ce qui reste clair, c'est une coïncidence aujourd'hui. C'est l'anniversaire de l'ancien international guinéen Pascal Fenouno, c'est pour cela on a tergiversé sur lui. Alors continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Gardez votre position d'écoute. On marque une courte pause. On revient dans quelques instants dans la minute du partenaire. En même temps, parler du football féminin, si national et l'afro-basket. Je vous rappelle encore avec nos partenaires YellowBet. Le code promo aujourd'hui c'est Macenta et continuez quand même à accéder avec YellowBet. Quant à nous, on marque une courte pause. On revient dans quelques instants pour continuer l'aventure dans cette émission World Sport. Merci à tous. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris.
Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. De retour sur ce plateau dans l'émission World Sport, c'est comme ça se passe. Hein? Chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel, on parle que du sport, mais pas seulement du sport, hein? On parle aussi de la loterie. Voilà. On parle de YellowBet, code promo, c'est Massanta, voilà, c'est YellowBet qui nous accompagne dans cette émission World Sport et Tour d'Europe, c'est lundi, qui est animé par Hassan Diallo. Donc, continue à parier avec YellowBet, avec les codes d'accès aussi via Orange, voilà, et tout ça est arrivé. Ne vous arrêtez pas, continuez à Aviator, il y a tant d'autres, même si aujourd'hui, voilà, M. Sow qui nous manque dans cette émission, dans la minute du partenaire avec YellowBet. Allez, ensemble, quand on vous avait promis, on va encore parler, on va encore dénoncer, on va attirer ces responsables, ces dirigeants de football guinéen, en même temps apporter des pistes de solutions, parce que le football féminin est lésé. Ça fait belle lurette, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour preuve, cette formation a perdu son premier match au niveau des tours préliminaires des éliminatoires de la CAN 2026. On était face à cette formation capverdienne qu'on avait sous-estimée, mais cette formation regorge des joueurs qui évoluent dans des très grands championnats. Ils sont en Espagne, Portugal et Brésil. Lors du match aller, ils ont donné assez d'espoir. C'était au Sénégal. La Guinée a reçu son match au Sénégal. Score final, 2 buts partout. Ils ont mené 2-0. Ensuite, on est revenu. On les a rattrapés. Maintenant, lors du match retour, c'était déjà dans leur pays, dans leurs propres installations. Franchement, ils nous ont corrigé sur le score de 4-1. La réaction de notre capitaine après cette rencontre, que eux aussi, ils souhaiteraient jouer les matchs à domicile. C'est moi qui est surpris parce qu'après c'est moi qui avait sous-estimé cette équipe capverdienne. C'est pas vous, hein. Moi j'avais sous-estimé cette équipe capverdienne parce que pour moi on était au-dessus de cette équipe, qu'on pouvait bien le faire, qu'on pouvait gagner. Mais je disais que j'avais oublié que le Cap-Vert au moins a un championnat féminin et nous on n'en a pas.
Ces joueuses-là jouent des tournois, mais ne jouent pas des compétitions. Et ces tournois-là, c'est 2 mois ou 3 mois, on arrête, on arrête 6 mois, on arrête 6 mois. Après on revient, quand il y a un match international, on part dans les quartiers, on recrute quelques joueurs, on les met dans une équipe nationale pour aller représenter les couleurs de la Guinée, le rouge, jaune, vert. Attention, parce que là, quand une équipe déroute de l'autre côté, on ne parle pas simplement de ses filles. On parle de la nation. On parle de la Guinée. C'est le visage guinéen qui est vu. C'est pas seulement ces filles-là. Voilà pourquoi je dis, encore une fois, s'il faut se retirer de ces compétitions-là, qu'on se retire maintenant, qu'on essaie de mettre la base. Vous savez, il fut un moment, il y avait eu des disputes sur ce plateau entre Jean et vous. On dit pour le moment, pour arriver dans un championnat, pour arriver dans ces compétitions-là, il faut passer par un championnat d'abord. Mettre la base, essayer de mettre un cibassement qui va permettre d'abriter une maison solide. Si on n'a pas la base, c'est très compliqué d'aller concurrencer contre même les plus faibles équipes d'Afrique. Parce que le Cap-Vert, normalement, sur le plan football, c'est tout de même pas photo. On est devant cette équipe. La Guinée est plus une nation de football que le Cap-Vert. Normalement, on a plus de joueurs sur papier que le Cap-Vert. Et on se fait humilier par cette équipe. D'abord chez nous, parce qu'il faut le dire, même si on n'a pas joué chez nous, mais c'est comme ça la configuration. Chez nous, 2 buts partout. On rejoint cette équipe parce que là aussi on pouvait le perdre. On a vu comment ces buts-là sont venus. On revient où on pouvait même aller se qualifier parce qu'à 0-0, on obtenait notre qualification. Mais on a oublié le contenu lors du match aller. Oui, bien sûr. Moi j'ai suivi cette rencontre. Les gens se sont fiés au niveau du score. On a crié à la hola, mais le contenu, cette formation, on sait comment on est revenu au score. Ce sont des buts. Vous avez vu le match. Ces buts-là, c'est pas des buts qui est venu d'une, comment on appelle ça, d'une école de foot où la construction était bonne. Non, pas du tout. C'est parce que Dieu a voulu qu'on égalise, qu'on a égalisé. Donc c'est le hasard. C'est pas produit, il a trop flingué. Non, c'est ça, c'est le hasard. C'est pour cela qu'on a marqué ces buts-là. Je sais pas. Je te trouve trop amer. Non, c'est pas parce que j'ai les flingues, il faut se dire la vérité. Maintenant, pour moi, j'étais parmi ces gens-là qui pensaient que on pouvait aller au Cap-Vert et gagner ce match. J'ai vu le match aller, j'ai dit non, match retour on perd. Il faut regarder la première mi-temps. Moi, je n'ai regardé que la première mi-temps parce que j'étais tellement agacé de ce que les joueurs guinéens produisaient sur la pelouse que les autres. On a quand même encaissé 2 buts en première période. Je suis d'accord. 2 buts en première période. On pouvait encore encaisser plus de 4 buts parce qu'on a concédé beaucoup d'occasions. Heureusement pour nous, les Cap-Verdiens avaient un peu pitié de nous. Sinon, on pouvait encaisser plus que ça. Il faut vraiment trouver une solution le plus rapidement que possible pour redonner le blason à cette équipe. Mais est-ce qu'il avait suivi le match? En fait, il faut temporiser. Temporiser dans ce sens où, avec tout ce que vous avez dit, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Si moi je m'attendais à mieux. On n'a pas de championnat. Ah, bien sûr. Ça, c'est le premier facteur. Ça fait longtemps. On a des joueurs. Et même en Ligue des Champions, ils n'ont pas validé. On a des joueurs qui ont été prises par-ci, par-là. Parfois par un coup de fil, on t'appelle. On est en train de constituer l'équipe nationale féminine. Viens faire un test. Parfois sans test, on les prend et puis on les envoie. On parlait de base. Justement, la base, elle n'existe pas. Quand on n'a pas de base, on s'expose à de tels résultats. Aujourd'hui, combien de clubs en Guinée détiennent une équipe féminine, une équipe de jeunes? Et pourtant, ça a été exigé, mais ça peut être des exigences pour être une équipe professionnelle. Ça peut être une base. Combien de communes en Guinée ou de préfectures ont des équipes féminines dans lesquelles on peut piocher des meilleurs pour aller représenter l'équipe guinéenne? Le football féminin, nous on est en retard, très en retard. Vous voyez des pays comme le Nigeria, le Maroc, le Cameroun, etc. Au Ghana. En fait, là-bas, ça commence à aller vers au niveau même où se trouvent les hommes. Parce que au même titre que les hommes, ça peut générer de l'argent. Au même titre que les hommes, ça peut sortir des femmes de la pauvreté, etc. Pourtant, la FIFA finance. On pense à cela. C'est-à-dire, on veut tellement aller à la CAN, on veut tellement être au top niveau, au top, être on oublie la formation. À la lumière, on oublie la base. La base, c'est la formation. La base, c'est d'exiger que les clubs puissent avoir des équipes féminines. La base, c'est d'avoir des jeunes filles qui pratiquent surtout des infrastructures de base aussi. Dans des quartiers, parce que ces filles-là, ont la volonté. Dans des préfectures, etc., etc. Les passions sont là.
j'ai toujours l'habitude, quand on parle de femmes ou de filles qui pratiquent le football, je me rappelle d'une joueuse à l'AB, Mafoudia. On parle, c'est-à-dire, elle jouait des deux pieds. Elle pouvait te marquer des buts de la tête, elle pouvait te marquer des coups francs et des corners. C'était une fille, une femme exceptionnelle, talentueuse. Elle s'entraînait avec les hommes. Ouais, c'est Kébou FC. Oui, sûrement. Parce qu'il y a même une joueuse de Kébou FC hein, oui, dans avec cette Georges, équipe, son entraîneur, etc. C'est-à-dire, c'était une joueuse qui pouvait te faire croire qu'une femme pouvait jouer comme un homme. Ouais. C'est comme Marie. Elle n'est pas seule. Elles sont nombreuses. Elle est magnifique. Il y a cet encadrement-là. Ah, surtout dans. Ah oui. On n'a pas vu c'est très dur. On n'est pas à la CAN. Les damaillés, mais je sais pas. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de revenir vers les fondamentaux. D'essayer de remettre les bases pour que les prochaines CAN, ni c'est les hommes, ni c'est les femmes, on n'est pas cette année, pour que les prochaines CAN, qu'on puisse y aller et qu'on puisse faire des résultats. C'est pour cela que je dis c'est pour cela que je dis que Bouba aura fort à faire. Il a assez de boulot. Ça va être compliqué parce que pour le football. Il peut seulement. Pour le football masculin. On peut pas demander d'aller à la. Justement, pour le football masculin. Parce qu'en amont, il y a eu trop de problèmes. Pour le football masculin, on peut comprendre qu'il y a déjà des réformes qu'il a engagées. Mais pour le football féminin, rien n'est fait. Il faudra recommencer à zéro, mettre la base, essayer d'avoir un championnat compétitif. Comme tu l'as dit aujourd'hui, Jean, le football féminin est en train d'émerger. Il suffit juste de voir la dernière Coupe du Monde en Angleterre. C'est comme si c'était une Coupe du Monde des hommes. Suivi tous les stades, ça mobilise. Ça mobilise des gens, des supporters, ça régale, ça mobilise aussi de l'argent, des sponsors. Pour dire, c'est pas négliger le football féminin. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont on est en train de développer le football des hommes, on peut bien le faire avec le football féminin et ça peut bien, ça peut bien nous apporter beaucoup de choses. Pourquoi pas avoir notre premier trophée continental ou dans le monde. Parce que moi, je te dis, même si ces filles-là ne sont pas dans des conditions, mais elles sont super braves. Elles se battent. Elles s'efforcent. Elles font tout pour sortir le football féminin de l'ornière. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement. Espérons qu'avec la nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football, avec Bouba Sampil, que tout va changer. On va même voir comment on va inviter la présidente ici. Elle va nous expliquer ce que le football féminin est en train de prendre de l'élan. Par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, les hommes et les femmes ont les mêmes primes. On les paye au même niveau. Parce qu'en réalité, les femmes déjà ont remporté la Coupe du Monde, contrairement aux hommes, etc. Donc, ce sont des avancées qu'il faut prendre en compte. Et l'année dernière, ils ont battu le record d'un match de football féminin qui a mobilisé 100 000 personnes dans un stade. Donc, ça progresse et ça fait rentrer de l'argent. Ça fait rentrer de l'argent. Ce n'est pas seulement dire ah non, non, pas du tout. Ça fait rentrer de l'argent parce que le niveau est en train de progresser. Vous voyez le championnat français aujourd'hui, le championnat d'Espagne, la Ligue des champions européenne, et même la Coupe d'Afrique féminine chez nous, etc. Et ça, il y a des forces vives. Le Nigeria et le Maroc vont toujours dans le dernier carré de la Coupe du Monde. C'est parce qu'il y a un travail de fond. Encore une fois, retrouvons-nous et travaillons dans le fond et nous allons avoir des résultats dans l'avenir. Allez, quand même, on souhaite bonne chance à cette fédération, surtout le football féminin traverse des moments difficiles. Ces filles, quand même, ont la volonté de pratiquer le football. D'autres, au moins, ont eu la chance de partir en France, comme la fille à Torres actuellement. Elle est en France, on communique souvent. Et pourquoi pas Danda, les Damaillés, les Dramés. Il y a tellement de joueuses. Et pourquoi pas aussi Dédé, qui a fait un très bon match, même si la Guinée avait perdu. On sait que Dédé, c'est une très bonne joueuse. Il y a ces joueuses qui ont la volonté, même notre consoeur Baldé qui était avec l'AFIA, ils ont passé par tous les moyens pour que l'AFIA arrive à prendre en charge ce club. Ils ont tout fait, mais malheureusement, c'est ce que Dian l'a dit aujourd'hui, les clubs n'ont pas des équipes féminines. Un club qui a même du mal à d'abord gérer l'équipe masculine, je ne pense pas qu'ils vont penser à gérer l'équipe féminine. C'est à la Ligue de faire franchement un travail et en collaboration avec pour la première ou la deuxième année. C'est même pas ça, c'est de le vouloir. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de ces grands clubs-là de créer des équipes féminines. Il n'y en a pas. S'il y avait de la volonté, imaginons seulement
les équipes qui ont des infrastructures. Et puis la SEC Anna et la SEC Moussa. Oui. Les clubs qui se respectent. Imaginons les clubs aujourd'hui. Et même je pense que c'est volleyball ou handball, j'ai vu la SEC. Les clubs qui ont des infrastructures comme le AFIA, comme le OREA, comme d'autres clubs qui ont des infrastructures de base, comment ces équipes-là ne peuvent pas créer... C'est seulement foot élite. Oui. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas créer des équipes de femmes? Pourquoi ils ne le peuvent pas? Parce que déjà, ils ont l'infrastructure. L'investissement qu'ils peuvent faire, c'est pas gros. C'est pas un investissement comme ils sont en train de faire avec les filles. Et ils ne le savent pas. Avec ces équipes-là, ils peuvent mieux rentabiliser. Ils peuvent beaucoup être crédibles que quand ils ont des hommes. Aujourd'hui, la FIFA et la CAF est en train d'investir beaucoup d'argent dans le football féminin. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent que ça explose. Ils veulent que le football féminin gagne la même ampleur que les autres disciplines, que le football des hommes. Donc, du coup, ils mettent beaucoup d'argent. Et maintenant, quand tu as aujourd'hui un club qui explose, qui montre de la lumière, ou qui attire ces investisseurs africains, ou qui attire les investisseurs dans le monde, tu penses que tu ne vas pas te faire de l'argent? Il faut avoir l'esprit large. C'est pour cela que Jean a dit il faut des formations au préalable pour ces dirigeants de club. Quand tu es un dirigeant de club, il ne faut pas juste rester figé. Il faut accepter d'aller te former parce que le football féminin, ce football-là, il est en train d'émerger. Il faut mettre de l'argent. Il faut essayer d'avoir des équipes qui peuvent aller concurrencer ces équipes féminines en Afrique. Comme ça, je te jure que tu peux renfler tes caisses. Ça va aider tes deux équipes, que ce soit le football féminin et le football masculin. Ça pourra les aider, mais il faut avoir l'esprit encore une fois ouvert pour aller permettre à ces jeunes joueuses-là qui souffrent dehors d'exploser parce qu'on a du talent. On a du talent. Je me demande même pourquoi amener ces filles à l'abattoir. Je peux le dire ainsi parce que si ces filles ne sont pas en compétition, ça va être franchement compliqué parce que lors de cette rencontre allée, la Guinée a pu faire 2 buts partout. C'était un résultat quand même appréciable même si on joue à domicile parce que l'équipe adverse était de taille. Mais ce match retour, ils ont tiré les leçons, ils nous ont corrigé sur le score de 4-1. On a vu la volonté, ces filles quand même ont la volonté parce qu'il y a pas mal de clubs qui continuent à s'entraîner. Il y a JTK de Kamsar, il y a Kiebou FC de Labé, il y a le club de Zirikore, il y a FC Lalaba, il y a aussi le club olympique de Ratouma. Il y a tant de clubs, mais malheureusement, aujourd'hui, même au niveau des entraîneurs, ce sont les entraîneurs garçons qui accompagnent les filles. Et ça, c'est pas un problème que les entraîneurs garçons accompagnent. C'est pour vous dire que la formation, les femmes, les anciennes joueuses peuvent accompagner. Là, c'est une dame qui accompagne l'équipe. Mais ça y va. Il a parlé d'argent. Parce que le football féminin, c'est un monde à part. Vous avez vu l'entraîneur qui avait donné la Zambie, la CAN, il est parti avec le foot féminin, c'était chaud. C'était chaud. C'est pas la même gestion. Et puis tu parles de la volonté, Amadou. Exactement. Dans le football, que ce soit série masculine ou série, comment dire, dame, je te jure, même s'il y a la volonté, je te jure sur tout ce qui m'est cher, quand il n'y a pas de l'argent derrière, ça ne va pas marcher. Quand il n'y a pas d'investissement, ça ne peut pas marcher. Parce qu'avant tout, pour que ça marche, il faut des formations. Ces formations-là, pour les avoir, il faut mettre de l'argent. Il faut obligatoirement aller chercher des personnes qui peuvent vraiment mettre de l'argent pour permettre à cette équipe d'avancer. Et ça, c'est seulement la Fédération guinéenne de football et la Ligue 1 qui peuvent apporter ça. Parce qu'ils sont plus crédibles qu'une seule personne. Quand c'est une institution, la Fédération guinéenne de football, c'est une institution, la Ligue 1, mais pas la Ligue 1 qui compresse, voilà, justement. Mais voilà, pour aider. Et franchement, s'il y a des investisseurs qui se lèvent pour accompagner le football féminin, je vous jure que ça peut marcher. Écoutez, on a parlé de beaucoup de problèmes. On a oublié peut-être le plus important, les infrastructures. Ces filles, peut-être au match aller, si elles avaient joué à domicile, malgré que le match n'était pas optimal, elles auraient pu peut-être gagner un but non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être. Et ça aurait pu peut-être changer quelque chose. Mais écoutez, les infrastructures sont indispensables pour ce développement dont on parle et pour tout ce qui s'ensuit. Même pour les clubs qui voudraient s'élargir, il faudrait des infrastructures. Pour organiser des tournois à la base, il faut des infrastructures. Au premier rang desquelles, au moins un stade homologué. Au moins un stade homologué. Après, des petits stades pour chaque commune ou chaque préfecture. C'est ce qui peut aider à notre sport de façon globale de se développer. Sinon,
On est passionné, on va continuer à pratiquer, mais en termes de résultats, il n'y aura pas de résultats. Les sports, de façon générale, en ce moment, sont une science. Et les sciences, il faut des infrastructures. Bien. Tout n'est pas rose, mais par ailleurs, ça progresse dans les disciplines en Guinée. Cette fois-ci, on va partir en basketball. C'est une très bonne nouvelle et historique. Tout dernièrement, on avait vu cette formation SLAC dans la compétition qu'on appelle Ball. Et maintenant, c'est l'équipe nationale guinéenne de basketball, le Sili Basket, qui a décroché son ticket de qualification pour l'Afro-Basket 2016, dont l'Angola va l'abriter. La première sortie de cette formation, Guinée, on avait pu battre l'Angola. La deuxième sortie, on a juste perdu face à cette formation tunisienne, un point de différence. La troisième sortie de l'équipe de Nedejiko et Asirik, le coach guinéen qui a pu battre l'équipe kenyenne. Et on a décroché notre ticket de qualification. Avant qu'on lance le débat, je vais vous lire la réaction de l'entraîneur guinéen après la qualification de la Guinée à l'Afro-Basket. Un rendez-vous quand même extraordinaire pour le basketball africain, l'Afro-Basket. L'Angola qui va abriter le sélectionneur guinéen. Son nom c'est Nedelchko et Azirik, des noms qui sont très difficiles à prononcer. Au niveau, voilà, il a animé un point de presse d'après-match. Il dit, tu ne peux pas rendre les autres heureux si toi-même tu n'es pas heureux. Ceci est ma mentalité dans la vie et j'ai essayé de la transmettre aux joueurs qui ont effectué un travail remarquable. Le secret de notre succès, c'est la cohésion. Pendant une semaine, on a créé une cohésion exemplaire. Le plus important, c'était d'avoir de bons joueurs, humainement d'abord, donc avec de bons caractères. Et ils ont eu confiance en moi et m'ont quand même aidé à traverser cette situation. Donc après, je pouvais les aider en retour. C'était ça la clé, en mon avis, puisqu'on a eu peu de temps pour se préparer. Donc on a été très solidaires entre nous, prêts à s'aider, les joueurs entre eux et le staff généralement très unis. Ce que moi j'ai retenu dans tout ça, ils n'ont pas eu le temps de bien se préparer malgré des conditions quand même nonchalante. Cette formation n'a pas été accompagnée financièrement. On a vu le basketball n'est pas accompagné comme le signe national de Guinée. Et cette formation a pu sauver l'honneur, faire qualifier la Guinée pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de basketball, Afro-Basket. Hassan, c'est une fierté. Entre des grosses pointures, la Guinée a pu quand même se démarquer. Ah, donc vous êtes surpris? Ah oui, je suis surpris. Non, moi je ne suis pas surpris. Parce que moi je ne suis pas surpris parce qu'on a des jeunes talents exceptionnels, des joueurs de basket magnifiques à Amadou, parce qu'on a regardé le match ensemble. Ah oui. On a vu comment la Guinée a gagné ce match contre le Kenya. Des chutes de 3 points, pas une seule fois. Ils ont gagné parce que les chutes de 3 points étaient précis. C'était super précis parce qu'on a regardé du premier carton jusqu'au dernier carton ensemble. On avait suivi ce match en direct. Il y avait cette agilité, cette technique magnifique chez ces joueurs. Cette l'aisance facile qui les permettait d'aller prendre en revers la défense du Kenya. C'était très facile pour cette équipe. Maintenant, quand on prend l'équipe de basketball, moi je ne suis pas surpris. Ils perdent contre la Tunisie, mais à un seul point, contre le champion d'Afrique. Un seul point de différence. C'est comme si on ne l'avait pas perdu contre la Tunisie. Un seul point de différence. Et puis ils partent gagner contre l'Angola. Vous connaissez la position de l'Angola dans le basketball. C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Une équipe qui peut aller même battre les États-Unis. Et on gagne contre l'Angola pour dire qu'on a de la potentialité dans cette équipe. Moi, je ne suis pas surpris de cette qualification-là parce que cette équipe a un niveau hors norme. Ils peuvent bien le faire. Ils peuvent aller jusqu'au dernier carré de ce championnat 2025 qui va se tenir en Angola. Même s'ils ne sont pas accompagnés, parce que ça a été très compliqué pour le président du club. Et bien sûr, les joueurs, le président de la fédération et les joueurs, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il paraît que le ministère des Sports n'a pas accompagné aussi cette équipe. Il a fallu se démener pour trouver quelque chose pour accompagner cette équipe-là. Mais ils réussissent tout de même à nous sortir une masterclass. Si c'était le football guinéen, on nous dit s'il n'y a pas de prime, s'il n'y a pas de prime, on ne joue pas. Et il faut carrément regrouper ces primes-là pour voir l'équipe du Sili. Voilà ce que je dis au ministère des Sports. Même si ça ne peut pas être égal avec le football, mais il doit exister au même de l'équité entre ces clubs-là. Essayer de se dire qu'aujourd'hui, il y a des disciplines qui brille à l'international et qui en même temps fait briller la Guinée.
il y a le basketball, il y a le handball aussi. Mais pourquoi pas accompagner ces deux disciplines? Même la boxe. Ou bien ça, on va dire, on va financer les équipes en fonction de leurs résultats. Je pense que ça va marcher. Et il y a des résultats. Franchement, si tu regardes ces jeunes, ça va marcher. Si tu regardes ces jeunes jouer, tu te dis que ces jeunes-là, ce sont des Américains qui sont en train de le faire. Ils sont énormes. C'est une fédération qui nous émerveille depuis des années. On a eu des moments de crise naturellement, mais ils ont continué à se maintenir, à participer aux compétitions internationales. Allez, parce que depuis 2017, ils sont là. Ils ont vu Rwanda aux compétitions. Pour moi, c'est une fédération qu'il faut accompagner. Qu'il faut accompagner peut-être beaucoup plus que la fédération guinéenne de football en termes de montant. Ou au même niveau, parce que la passion est de l'autre côté, mais le travail est de par-ci et par-ci. Le basket, au niveau du basket, on travaille, et puis il y a quelques résultats qui sont là. Et il y a beaucoup de binationaux aussi qui acceptent de revenir surtout ça. Pour la Guinée. Ce qui montre qu'en termes d'encadrement... C'est encourageant, hein, tu reviens, tu pars à l'afro-basket. Qu'en termes d'encadrement, il y a un certain professionnalisme qui se lit derrière. Et le ministère doit y veiller, comme on le disait pour le football, à mettre les infrastructures. Pourquoi pas des centres omnisports où on peut retrouver tous les sports dans les centres. Au-delà du football, mettre et même ramener à l'école. Oui, ramener à l'école. Au niveau des préfectures et des régions. Parce qu'il y a des gens qui aiment ce sport-là, qui le pratiquent et qui continuent à nous apporter des résultats. Félicitations à cette fédération, félicitations à cette équipe. On espère qu'ils vont aller faire mieux pour cette CAN en Angola. Déjà, ils sont mesurés au pays hôte. Et puis, pourquoi pas aller peut-être... Moi, je vous dis, c'est directement la conquête du Graal, comme vous l'avez dit, qui vont aller faire là-bas. Parce que c'est une équipe qui va être l'équipe à battre dans cette compétition. Moi, j'ai vu cette équipe jouer. J'étais émerveillé. J'ai demandé à Major, j'ai dit, Major, mais quand tu vois cette équipe du Sili basket jouer, tu te dis que ce sont des Américains de la NBA qui sont en train de jouer. Ils jouent dans des clubs. Je te jure, Jean. Il suffit de regarder comment ces jeunes-là jouent. Il y a cette légende technique, ces joueurs-là, qui les permettent vraiment. Il y a des dingues qui sortent derrière, tu te dis non, attends, c'est la Iverson. Il y a des à chaque fois qui shootent à 3 points, ils le mettent. Il y a cette précision magnifique. Les dribbles sont là. Et de l'autre côté, ça défend très bien. Surtout ça défend très bien parce qu'on a eu des claques magnifiques ce jour-là. On a eu des dinks exceptionnels. On a eu des tirs de 3 points plus ou moins, comment dire, magnifiques. Et de l'autre côté, cette victoire pour dire... Alors, franchement, félicitations à cette fédération. Félicitations à la Guinée. On va partir un peu voir nos internautes. Il y a Mohamed Lamine Kaba qui est frustré. Je veux lire franchement ce message. Il nous a un peu attaqué, mais c'est pas grave. Hein, vous donnez vos points de vue. Monsieur Kaba, Mohamed Lamine depuis Yatea, mais pourquoi vous aimez vous référer sur le passé pour dire que la Guinée dépasse telle équipe? Le Cap-Vert a progressé et les autres nations ne font que travailler, mettre les infrastructures en place et la Guinée ne fait que parler. Alors, monsieur Kaba, hein, voilà. Il y a notre consoeur Baldé avec Ram Kamara FC. Elle dit la Guinée est loin pour espérer conquérir l'Afrique sur le plan du football féminin. Les autorités guinéennes n'ont pas la volonté et c'est dommage de voir que cette fédération a fondé son campagne sur la valorisation du football féminin. Donc aujourd'hui, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? J'ai mal au cœur pour mon pays. Quand je vois les autres pays, bon courage. Un livre ne pourrait même pas dénoncer toutes les problématiques de notre football. Il y a aussi Cissé Lima. Merci beaucoup à vous, vous êtes les meilleurs, Hassan Diallo. Alors quand même, merci à ces internautes. On voulait quand même être avec vous, mais ici, on est talonné par le temps. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. Merci à vous qui avez eu le temps de nous suivre. Je sais que forcément, vous avez plus de plaisir, donc restez connectés, être fidèles à nos programmes. Chaque jeudi, c'est comme ça se passe sur nos antennes dans l'émission World Sport. On parle de football mondial. Les lundis, c'est Tour d'Europe avec Hassan Diallo. Avant de se quitter, on va se remercier, on va se donner les cartons à Hassan Diallo. Il ne me reste que de vous dire merci, on ne va pas se quitter sans qu'on se donne des cartons. Merci Amadou. Et mon carton vert, c'est à l'endroit d'un joueur qu'on met sur le banc, mais quand il rentre, il met des buts. Au Real Madrid, c'est Hendrik. Un carton vert à Hendrik qui nous a sauvés hier et qui j'espère
va continuer à briller avec le Real Madrid? Alors, voilà, on sait qu'il y a des Espagnols en Guinée. Alors, vous, votre carton? Un autre Est-ce espagnol. notre Espagnol? Oui, c'est guinéen. Donc, le carton vert est adressé à Flick et à son équipe pour le travail qu'il fait à la tête du Barça. Alors, bien. Moi, je donne mon carton vert. J'ai 2 cartons. L'autre carton, c'est Yatara qui continue à marquer. Hein. Voilà, c'est extrêmement important. Un triplé. Hein. Voilà, l'autre carton, c'est toujours à Serhou Guirassy qui continue à faire découvrir la Guinée à travers son football. Mesdames et messieurs, il ne me reste que de vous dire merci et bon suite de programme à notre compagnie.